Malheureusement, je vais confirmer certains propos de Madame Caron-Déglise à propos des manques que nous pouvons déplorer dans notre activité. Donc, la réforme de la protection juridique des majeurs a regroupé tous les professionnels, les gérants de tutelle, les délégués à la tutelle ou les préposés d'établissement sous une appellation unique, celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors, un mandataire, c'est une personne qui intervient à titre habituel pour exercer les mesures que le juge, qu'on appelle encore juge des tutelles, lui confie au titre du mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice ou bien au titre de la curatelle ou de la tutelle ou encore de la mesure d'accompagnement judiciaire. Il est un auxiliaire de justice dont les conditions d'exercice sont fixées par le Code de l'action sociale et des familles, ce qui le place, et aventureusement d'ailleurs, sous une double autorité, celle du juge pour l'exercice des mesures à proprement parler et celle de l'administration pour ce qui est de son autorisation, de son agrément et surtout de son financement. Le mandataire est désigné en qualité de protecteur lorsque personne d'autre ne peut intervenir et bien souvent lorsque les proches souhaitent passer le relais. En affirmant qu'une mesure de protection vise à protéger également la personne autant que ses biens, la réforme a fait une plus large place à toute personne vulnérable dans la société et également dans l'exercice de sa mesure de protection. L'exposé des motifs de la loi nouvelle a prôné une protection adaptée au plus près de la situation de chaque majeur, ainsi placée au centre du dispositif. La protection juridique est une composante des plans de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Peut-être faut-il adapter ce dispositif à leur spécificité, peut-être suffit-il de le doter de davantage de moyens. En tout cas, les textes actuels encadrent l'action de tout protecteur et renforcent le respect de la personne et de sa citoyenneté. La loi demande aujourd'hui au protecteur d'être le garant du respect des choix de la personne protégée. De cette règle que l'on voudrait pousser à l'absolu, l'application s'avère encore bien relative. Alors, le protecteur est garant du respect des choix de la personne protégée. Il l'aide donc dans la construction de ses choix, dans la défense de l'ensemble de ses droits. Et il construit également avec lui un projet de vie dans le cadre de ce qu'on appelle un document individuel de protection des majeurs. C'est la forme des documents de prise en charge au contrat de séjour qui est adapté pour l'exercice de l'activité de mandataire. La règle fondamentale de la réforme est que le protégé conserve toute sa liberté de décision, comme cela vient d'être dit, pour ce qui concerne sa personne, tant que le juge n'a pas limité cette liberté. Pour notre part, les mandataires, nous considérons que 2007 n'a pas vraiment été une révolution parce que la protection de la personne faisait déjà partie des pratiques tutélaires et était connue de la jurisprudence. L'apport de la réforme a surtout été de formaliser et d'encadrer cette mission. Ce faisant, elle a expressément reconnu aux personnes protégées un droit à l'information, vecteur d'un principe d'autonomie décisionnelle. En matière de protection de la personne, le droit à l'information est de rigueur pour toute mesure. Alors, il apparaît dans le Code civil dans une section qui est relative à la curatelle et à la tutelle, mais par renvoi, il s'applique également au mandat spécial à la sauvegarde de justice et puis au mandat de protection future. Pour que la personne protégée puisse prendre seule les décisions relatives à sa personne, elle doit avoir connaissance de tout élément pouvant l'aider à élaborer sa décision. C'est un peu trop près. Je m'entends aussi. Les textes demandent donc, mais le demandent à tout protecteur, familial ou professionnel, là je reprends ce que disait Madame Caron-Déglise tout à l'heure, de délivrer à la personne protégée, selon des modalités adaptées à son état, tous les renseignements donc sur les actes à accomplir, sur leur utilité, leurs effets et également les conséquences d'un refus de les accomplir. Lorsque le protecteur est un professionnel, il doit délivrer cette information de façon claire et adaptée, mais l'information est étendue également à la procédure de placement sous protection
et au contenu de la mesure, ainsi qu'aux droits du majeur, à l'exercice de ses droits de recours. Enfin, on a une information là qui devient bien plus importante, bien plus complexe, et qui prend la forme aussi de documents qui sont remis au majeur, donc des documents qui sont parfois de véritables pavés, si on peut dire, assez indigestes, en tout cas pour des personnes qui ont bien souvent des difficultés de compréhension, voire même de lecture, tout simplement. Le mandataire est tenu de respecter les droits reconnus à ses usagers qui visent à prévenir tout risque de maltraitance. Le protecteur, à l'égard de la personne protégée, est donc le premier débiteur de l'information. Cela n'exonère nullement les tiers de leurs propres devoirs, mais en pratique, il faut que nous menions une action pédagogique auprès des tiers qui ont une large tendance à parler du majeur en sa présence comme s'il n'était pas là. Je me souviens surtout d'un exemple de bailleurs sociaux qui nous disaient toujours que nous pouvions décider du placement d'une majeure sans lui demander son avis puisqu'il était sous tutelle et que par conséquent il n'y avait même pas besoin d'être au courant de nos projets. Il faut retenir que la loi nouvelle fait bien plus que permettre une information sur mesure, elle l'impose. Cet impératif contraint le protecteur à accorder sa parole à la capacité de compréhension du majeur protégé. Il y a profusion d'informations et tout l'art du protecteur, tout son travail consiste à les rendre accessibles pour permettre la mise en œuvre du principe d'autonomie décisionnelle. Le protecteur a pour mission de favoriser l'autonomie de la personne dans la mesure du possible, et ce possible ne devrait avoir d'autres mesures que celle de la personne dont on a dit combien elle était centrale. La réforme a donc posé le principe que la personne prenait seule les décisions personnelles dans la mesure où son état le permet, et lorsque son état ne le permet pas, le majeur peut être assisté par son protecteur ou représenté par son tuteur, à condition qu'une décision judiciaire soit intervenue en ce sens. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que même lorsqu'il est investi d'une mission de protection de la personne, et cette mission est toujours sous-entendue lorsqu'elle n'est pas exclue, le protecteur n'est a priori investi d'aucun pouvoir en matière personnelle. La mission de protection de la personne, c'est avant tout un devoir qui incombe au protecteur. Il doit veiller sur le majeur, s'assurer qu'il ne se met pas en danger, ce qui n'est pas toujours évident parce que le majeur sait très bien lui opposer le respect de sa vie privée et voire lui refuser physiquement l'accès à son domicile. S'il estime que le majeur n'est pas en état de prendre seul ses décisions, le protecteur peut ou doit saisir le juge des tutelles. Seul le juge, gardien des libertés, peut en effet lui permettre d'assister ou de représenter le majeur. C'est là un pouvoir exorbitant que le protecteur ne saurait s'octroyer sans contrôle. Lorsque le magistrat est saisi, tout n'est pas réglé pour autant. Dans les motifs décisifs de son jugement, il est fait référence au besoin de la personne vulnérable de recevoir une protection patrimoniale et personnelle, puis le juge confie au protecteur une mission de protection de la personne, dont il lui demande d'ailleurs de rendre compte chaque année. En faisant cela, il ne lui donne pas forcément de pouvoir d'agir en matière personnelle. Certains mandataires, forts de leur mission et sans doute avec de bonnes intentions, s'arrêtent au motif décisif du jugement et se croient autorisés à substituer leur décision à celle du majeur. Le sens des décisions de justice peut donc se révéler obscur ou ambigu pour ceux-là même qui les appliquent, ce qui rend les pouvoirs du protecteur très imprécis et laisse la porte ouverte à des abus. Il faudrait peut-être saisir les juges de requête en interprétation parce que cette question est doublement cruciale. D'une part parce que l'objectif de la loi est de limiter l'ingérence du protecteur et d'autre part parce que l'intention des tiers est au contraire de le faire sortir des limites de son mandat. Il importe alors que le jugement énonce clairement ses pouvoirs pour faciliter leur exécution, leur juste exécution. Le rôle du protecteur, donc, c'est de favoriser l'autonomie décisionnelle. Pour cela, il doit apprécier la qualité du consentement, se demander s'il correspond à sa volonté, s'il est conforme à ses habitudes, à ses sentiments ou à ses valeurs. C'est une tâche difficile autant qu'un risque pour le protéger.
Lorsqu'il estime que l'état de son protégé lui permet, même de façon intermittente, d'exprimer un choix raisonnable, le protecteur doit favoriser l'accomplissement de ce choix. Il est alors pertinent, on a beaucoup parlé de la personne de confiance depuis ce matin, de se demander pourquoi les dispositions relatives à cette désignation de la personne de confiance ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. 2 raisons militeraient pour que le majeur sous tutelle ne soit pas a priori empêché de désigner une personne de confiance. La première, c'est que le majeur sous tutelle prend seul, comme le majeur sous curatelle, les décisions relatives à sa personne. Et la seconde, plus pragmatique, est que sa désignation a des vertus que le jugement n'a pas. En effet, la personne de confiance ne doit justifier que de sa désignation, tandis que les pouvoirs du tuteur, on l'a vu, sont parfois mal compris. Il est rare surtout que du temps puisse être pris pour délibérer, relire le jugement, le comprendre ensemble, avant d'aborder ensuite la situation du malade, même si la haute autorité de santé recommande maintenant de vérifier le jugement, vérifier la mesure, dit-elle. Sauf à considérer qu'il s'agit d'un acte strictement personnel, pourquoi ne pas permettre que le protecteur vérifie en amont que la désignation correspond à l'expression d'un choix éclairé? Elle serait d'autant plus utile que malgré leurs efforts, peu de mandataires peuvent être présents lors des rendez-vous médicaux ou des hospitalisations. Alors les services sont débordés et en plus ils ne sont pas d'astreinte le week-end et bien souvent c'est le week-end que les mauvais événements se présentent. Quand le majeur ne peut plus prendre part à la décision et qu'il est représenté, le protecteur arbitre entre décider pour son bien ou selon le choix qui serait le sien. Il peut a priori travailler avec l'entourage. Il est intéressant de provoquer cette analyse partagée. Les personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une mesure et même pour l'exercer peuvent utilement être consultées lorsque le protégé est hors d'état de prendre une décision personnelle. Cela peut briser la solitude du mandataire et légitimer les orientations prises. Un mandataire cherche toujours à travailler avec la famille. En même temps, il doit garder à l'esprit qu'il a juré de ne rien révéler ou utiliser de ce qui serait porté à sa connaissance dans l'exercice du mandat judiciaire. Il peut alors être délicat d'échanger au sens littéral avec les proches. Cette communication est souvent impossible, en fait, lorsque la personne est vraiment seule et que c'est précisément pour cela qu'un mandataire judiciaire a été désigné. Et quand le majeur se met en danger, le protecteur est investi du pouvoir d'agir pour son bien. La protection l'emporte alors sur la volonté. Des décisions de placement en établissement sont prises dans l'urgence parce que la famille, le malade, tout le monde a voulu repousser les limites. Le mandataire va agir dans l'instant sur le fondement de 2 notions floues, le danger et l'urgence, l'urgence au sens du Code civil. Au cours de la vie d'une mesure, il faut aussi adapter l'intervention à l'évolution de la maladie, ce qui implique la saisine du juge. Il n'y a pas d'évolution linéaire ni ordinaire. La durée des phases que le majeur va traverser n'est pas déterminée d'avance, tandis que la mesure judiciaire l'est, même si elle est plus longue que la durée initiale de 5 ans, et même si nous voyons des mesures de protection renouvelées pour des durées de, par exemple, la dernière que j'ai vue, c'est 840 mois. Voilà. Pour une personne qui a 50 ans, je pense que... La progression de la maladie est variable et s'il est toujours possible d'envisager une modification ou une substitution de la mesure, c'est la réactivité qui va manquer. En effet, ce qu'apportent les règles de révision des mesures, la surcharge des juridictions peut le reprendre. Nous sommes déjà confrontés à la caducité des procédures de renouvellement quand il ne s'agit pas de la caducité des mesures elles-mêmes. Les textes paraissent permettre l'accompagnement spécifique attendu. Inspirée, ambitieuse, la loi ne peut toutefois que peiner à réaliser sa vocation normative, parce qu'en réalité, la garantie des droits par le protecteur est d'une effectivité relative. Les droits et libertés sont affirmés, la volonté d'individualisation de l'accompagnement est affichée, mais leur effectivité dépend largement de paramètres, j'en ai choisi 2 paramètres qui sont la désignation du mandataire et le lieu d'exercice de la mesure. La désignation du mandataire a une incidence, parce que le protecteur se trouve conduit à évaluer les capacités de compréhension,
et a opté pour le mode de communication le plus pertinent, il faut qu'il soit informé et formé. Alors tout compte sa formation, son expérience et sa disponibilité. Avant la réforme, le professionnel était d'abord un travailleur social ou un juriste qu'un phénomène d'acculturation avait mué en délégué à la tutelle. Aujourd'hui, le mandataire, c'est d'abord le titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 3 sans autre précision. Et c'est ce sésame qui lui permet d'entrer aux formations qui préparent au certificat national de compétences de mandataire. Pour exercer de façon satisfaisante une mesure auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, il faut avoir acquis bien des compétences. C'est assurément l'un des objectifs de la formation. Le CNC traite de la protection de la personne dans le cadre d'un module sur la connaissance des publics et pathologies liées à la dépendance et d'un autre sur la relation, l'intervention et l'aide à la personne. Le premier écueil, c'est que ces modules peuvent faire l'objet de dispenses ou d'allègements. Je prends ici l'exemple notamment d'une dispense qui est accordée aux spécialistes de la petite enfance que sont les titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Le deuxième écueil est que les établissements de formation agréés proposent des apports hétéroclites et il existe une 50aine d'établissements sur le territoire national. Le livre blanc sur la protection juridique des majeurs l'a relevé et une enquête a confirmé une offre très inégale dans son contenu et dans son déroulement. Il y a un troisième écueil. Nous avons interrogé des mandataires en exercice à propos des apports de la formation sur la question spécifique de la maladie d'Alzheimer. Certains ont dit que cette maladie avait juste été évoquée lors de la formation, sans approfondissement, et qu'il leur avait seulement été remis un support sur différentes maladies, notamment Alzheimer. D'autres ont déclaré ne pas se souvenir que ce thème ait été particulièrement abordé, ou encore, ce sont les déclarations, je cite, ou encore que la formation ne leur avait pas tout à fait, sinon pas du tout, permis d'acquérir des notions utiles sur cette maladie, ni sur les démarches et services à mobiliser. Globalement, les mandataires interrogés ont dit ne pas se sentir formés de façon satisfaisante pour intervenir auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Aux connaissances théoriques, il faut ajouter des compétences acquises par l'expérience et surtout une disponibilité qui permet d'élaborer de nouvelles formes de communication. Il faut être informé en temps utile de l'évolution de la maladie et connaître assez le majeur pour identifier ses moments d'égarement, repérer les intervalles lucides ou tenir compte de ses angoisses. Il faut que le protecteur sache quoi faire, comment faire et qu'il soit disponible pour le faire. Il faut du temps pour interpréter les signes, les gestes, pour épargner à la personne un sentiment d'incompréhension. Il faut du temps pour se faire comprendre et encore du temps pour solliciter le médecin ou recueillir de précieuses informations détenues par une aide à domicile. Le protecteur sait faire ou faire faire des actes, coordonner des interventions. Au fond, il est un peu à la protection juridique ce que le médecin généraliste est à la médecine. Il est un pivot du parcours. Après avoir été le dernier recours, il est vite devenu le premier. Désigné en dernier lieu, par défaut, c'est lui qui se trouve prioritairement amené à répondre aux événements. Et ce qui manque, c'est sa disponibilité. Le mode de l'exercice de l'activité a une incidence. Un mandataire qui exerce à titre individuel peut intervenir pour une dizaine de mesures, parfois plus, parfois moins. Il y a de grands écarts derrière ce mode d'exercice. Le nombre de mesures suivies par des mandataires salariés est quant à lui mieux connu. Un salarié peut exercer 60 mesures et s'il intervient exclusivement en établissement, ce nombre peut doubler. Les travaux sur le financement de la réforme ont montré alors que chaque délégué avait entre 65 et 70 mesures, ce qui faisait estimer le temps consacré à 2 heures par mois pour chaque dossier, soit 1 heure en présence directe avec le majeur. Le rapport Favard, publié en 2000, espérait, pour améliorer les choses, qu'un nombre de 40 dossiers maximum serait confié aux mandataires. Manifestement, nous sommes très loin d'avoir atteint cet objectif. De tout ceci, il ressort que le temps imparti est peu propice à une bonne connaissance du majeur et au bon accomplissement d'une mission de protection de la personne.
Le lieu de vie va aussi avoir une incidence sur l'exercice de la mesure. Le lieu pèse fortement sur 2 points. Je vais aborder celui de l'indépendance des mandataires et le second, celui du financement des mesures. La question de l'indépendance se pose surtout lorsque le majeur est hébergé en établissement. Elle se poserait de façon plus prégnante pour les préposés que pour les autres. Alors les préposés sont des agents désignés par les établissements publics qui gèrent des établissements publics qui accueillent des personnes âgées handicapées ou bien des personnes adultes handicapées ou bien des personnes âgées. Ils sont particulièrement, les préposés, placés sous le feu de la critique. Les travaux parlementaires ont montré qu'on les avait maintenus pour la proximité qu'ils avaient avec les majeurs protégés. Et c'est précisément cette proximité qui se retourne contre eux, puisque si l'on en croit le livre blanc sur la protection des majeurs, il faut regretter une insuffisance d'encadrement des pratiques et redouter des conflits d'intérêts. Nos textes seraient ici en contrariété avec la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui exige l'absence de tout conflit d'intérêts ou d'abus d'influence. Lors des assises de la protection juridique, on est allé jusqu'à évoquer le risque d'être pris au piège d'un système totalitaire. Cependant, il faut dire que la loi prévoit, à l'égard des préposés, des modalités particulières de garantie des droits. Techniquement, il n'y a pas création d'un univers clos, abrité de tout regard extérieur. Ce n'est pas le préposé qui reçoit les documents rédigés par l'établissement, et la participation directe du majeur à l'élaboration de son contrat de séjour est requise. Si le majeur ne peut agir lui-même, ni faire appel à un tiers, cette faculté est exercée par l'un de ses proches et non laissée à la discrétion du préposé. Le risque est bien plus cristallisé, en fait, par l'isolement familial ou social du protégé que par le statut du mandataire. Pour les services, le problème peut d'ailleurs être du même ordre, puisque certains services sont gérés par des associations qui gèrent également des établissements. Puisque le problème est le même, on le règle de la même manière, des garde-fous sont également mis en place. Concernant les mandataires qui exercent à titre individuel ou les services mandataires dits indépendants, tout va être une question de fait. Mais comme il n'y a a priori aucun conflit d'intérêts, il n'y a par conséquent aucun rempart légal. Sur le terrain, nous avons pourtant des rapports de partenariat. Le territoire de travail est partagé et chacun intervient en coordination et en complémentarité, ce qui est d'ailleurs prescrit par le Code de l'action sociale et des familles. Rien n'exclut alors l'hypothèse d'un retard dans le signalement en cas de doute sur une situation de maltraitance. En droit comme en fait, le mandataire qui exerce en qualité de préposé est peut-être le plus libre de tous. Il est en tout cas le seul, et c'est étrange et peut-être regrettable, le seul pour lequel la loi exige clairement que soit assuré de manière effective un exercice indépendant des mesures. Ce dont dépend assurément l'activité du mandataire, c'est du financement. Il existe un référentiel de prise en charge fondé sur 3 paramètres jugés pertinents pour déterminer l'allocation des moyens. Ces paramètres sont la catégorie de la mesure, la durée de la mesure et le lieu d'exercice de la mesure. Ils servent à établir une cotation. C'est le critère du lieu qui a ici un impact important parce qu'un coefficient réducteur est appliqué mécaniquement au financement. Alors, j'ai 2 minutes. Nous avons encore les documents de la campagne budgétaire 2013 qui nous demandent de tenir compte, qui nous disent qu'un majeur en établissement est susceptible de bénéficier d'une double prise en charge par l'établissement et par le mandataire. Et cela réduirait d'autant la charge de travail du mandataire. Alors, pourquoi pas considérer que ça réduirait la charge de travail de l'établissement? En quoi consiste le double accompagnement, la double prise en charge? On n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, on a considéré qu'une mesure en établissement, ça vaut 64% de ce que représente le travail d'une mesure exercée à domicile. Les établissements, quant à eux, aimeraient voir plus souvent les tuteurs, et les tuteurs ne devraient pas se retirer trop facilement, parce que les droits du majeur sont placés sous leur vigilance. Un tuteur n'accomplit pas pleinement sa mission s'il ne s'intéresse pas à la mise en œuvre concrète des droits. Il est désigné parce que son protégé n'a peut-être plus de famille. Il est celui qui vient de l'extérieur voir ce qui se passe, et il est peut-être le seul à pouvoir encore le faire.
Son travail n'est donc pas moindre, il est simplement différent. Tout n'est pas sombre, il faut dire que si certains mandataires se culpabilisent sur la couleur rouge ou bleue d'un pull à acheter, la quantophrénie ambiante ne rend pas compte de cela. Il faut espérer que les professionnels s'approprient la notion de qualité qui est visée par les démarches d'évaluation auxquelles ils sont soumis. Le temps du malade, ce n'est pas le temps d'intervention que l'on voudrait calibrer. Il varie selon les cas, et c'est bien de cas qu'il s'agit, même si bien sûr il s'agit avant tout de personnes. Cela invite à s'interroger sur le cousinage entre le mandataire chargé de la protection de la personne et le gestionnaire de cas promu par le plan Alzheimer. Le gestionnaire de cas ne répondrait-il pas mieux aux besoins ? Ne faudrait-il pas trouver une coordination entre ces deux coordinateurs ? Une mesure s'impose-t-elle encore de la même façon au regard du principe de nécessité si un professionnel spécialement formé et disponible peut répondre aux besoins ? Ou ne faut-il pas, plutôt que de spécialiser des intervenants, défendre la polyvalence de tous parce que nous sommes tous concernés par toutes les pathologies ? La protection juridique est un droit qui garantit l'effectivité de tous les autres. Un vent d'universalité a soufflé sur l'œuvre du législateur et c'est ce qui fournit chaque jour leur énergie motrice aux acteurs de la protection. La situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer présente certainement des spécificités. Mais je dirais tout comme les personnes qui sont atteintes de polyhandicap ou les traumatisés crâniens. Pour autant, si on veut vraiment respecter la personne vulnérable, c'est le professionnel qui doit s'adapter. Faire de la maladie d'Alzheimer le critère d'une protection juridique spécifique risquerait d'ajouter de la complexité à un dispositif dont toutes les contradictions ne sont ni ne peuvent être résolues. La casuistique est incertaine, mais elle est créatrice et elle est nécessaire. La personne est toujours unique, sa protection est l'affaire de tous. Et je vais conclure en citant Geneviève Larocque, si l'affirmation des droits est une utopie, c'est une utopie nécessaire pour toute personne vulnérable et pour tous ceux qui s'en occupent, au nom de l'amour, au nom de la loi et au nom du métier. Et je vous remercie.